la profanation irréversible des sites sacrés forestiers, l'entrave à la liberté de mouvement et la perte brutale de souveraineté alimentaire. Ces frictions violentes mettent en exergue l'incapacité systémique de l'État central à arbitrer efficacement entre son impératif macroéconomique d'attirer et de maintenir les investisseurs directs étrangers, IDE, et son obligation constitutionnelle de protéger le foncier coutumier, transformant certains enclaves de la Sanaga maritime en zone de conflictualité sociale chronique et augmentant le risque ERG pour les investisseurs institutionnels. Le potentiel minier, maintenant, et métallurgique, un levier stratégique, structurellement sous-exploité. Vous devez continuer, nous devons continuer l'argent pour aller continuer notre village. C'est nous qui devons continuer l'argent. Voilà les richesses. Mais vous ne demandez que moi, je dois continuer l'argent pour aller faire les ponts. Moi, vous attendez longtemps. Je ne donne pas. Même continuer l'argent pour amener le corps, je ne donne pas. Même entrer dans vos associations pour amener mon corps, je ne donne pas. Même manger avec vous, je ne viens pas. Rien du tout. Parce que vous êtes de vous rien. Donc vous avez tout yom, singiso, condonso, mbongso. Si le secteur agricole constitue le premier employeur quantitatif de ces régions, le sous-sol de ces deux départements recèle des gisements d'une importance métallurgique, stratégique et géopolitique d'échelle mondiale. Des sables rutiflifères du Nyong Ekele autour des Eka et d'Iban, aux gisements de minerais de fer de Mwanko en Sanaga maritime, en passant par la mastodonte aluminière d'Alukam. Ce couloir géographique est théoriquement l'une des clés maîtresses de l'industrialisation lourde et de diversification des exportations du Cameroun post-pétrole. N'oubliez pas de rapporter, moi je ne vous vois pas. Hein. Moi, ce qui se passe là-bas, je ne suis pas intéressé. Moi, je suis concentré. La ceinture rutifilifère du Nyong Ekele, géochimique, orogénèse et enjeu d'exploitation mondiale. Le département du Nyong Ekele abrite l'une des réserves de minerais de titane, le plus riche et le plus prometteur et les plus prometteuses du continent africain. Normalement, on doit commencer à former les enfants de Nyong Ekele sur les choses-ci. On devait ouvrir une école pour que demain, on devait commencer depuis, parce que s'ils savent déjà que c'est là, on devait commencer à les former. Après, vous allez entendre les Bamileke sont venus là-bas, avec Bougné. Le département de Nyong Ekele abrite l'une des réserves de minerais de titane les plus riches et les plus prometteuses du continent africain. Le minerai ciblé avec le plus grand intérêt par les prospecteurs internationaux et le rutile dioxyde de titane, je vois la TiO2, une TiO2. Et donc, c'est comme ça qu'on appelle ça en abrégé, comme le dioxyde de carbone, si c'est CO2, ou c'est quoi? Bon, ça doit être ça. Le dioxyde de titane, TiO2. Une ressource métallique critique dont les applications industrielles s'étendent de la fabrication de piments blancs de haute qualité pour les peintures, plastiques et papier, à la métallurgie avancée, titane métallique, pour l'industrie
faciales, les implants médicaux et les équipements militaires. Sur le marché mondial des matières premières, le rutile est valorisé de manière structurellement très supérieure à son substitut, l'ilménite TIFE03, mais qui je ne connais pas. Historiquement, la tonne du rutile se changeait autour de $1 500 contre à peine $300 pour l'ilménite. Ce différentiel de prix s'explique par la pureté extrême du rutile qui nécessite une consommation nettement moindre de produits chimiques réactifs lors du processus de raffinage, comme le procédé au chlore, et génère de facto un volume de déchets industriels toxiques beaucoup plus faible. Sur le plan géologique et géochimique, c'est pas géoénique. La genèse de ce rutile d'exception est intrinsèquement liée à l'orogénèse panafricaine, par le panafricanisme de Banakani. Un événement tectonique majeur survenu il y a environ 635 millions d'années. Les sables rutifères massifs observés dans les dépôts alluvionnaires, lits de rivières et éluviaux, sols résiduels in situ autour des localités de Dibang, Ezeka, de Mesondo, ainsi qu'à Korolinga, plus à l'est, dérivent directement de l'altération et de la dégradation métamorphique prolongée de métapélite, roches sédimentaires riches en argile, ayant subi un métamorphisme à grénat, distène et sumilmanique, appartenant au vaste groupe néoprotézonique de Yaoundé. Les analyses de laboratoire poussées, incluant des thermobarométries et l'étude des inclusions fluides, révèlent que les roches encaissantes originaires ont été soumises à un métamorphisme de faciès granulite. Non, ça là, c'est déjà famille de bouquet, ça de faire là. Ça devient compliqué. De moyenne à très haute pression. Le titane a cristallisé en rutile sous des températures extrêmes oscillant entre 750 à 800 degrés Celsius et des pressions titanesques de 1000 à 1200 MPa. Les attributs physiques et la signature chimique du rutile des Zeka et des Dibang sont d'une qualité exceptionnelle. Les cristaux récupérés sont souvent très anguleux, ce qui prouve de manière irréfutable et très faible transport fluviatile depuis la roche-mère, limitant la dispersion et des tailles massives pouvant atteindre des dimensions allant de 16 à 32 mm, avec certains spécimens exceptionnels excédant 5 cm de diamètre sur le plan strictement géochimique. La teneur en dioxyde de titane, TiO2, fluctue dans une fourchette très élevée de
96,86% à 97,68%. Ce rituel est fréquemment associé à des traces d'éléments rares tels que le niobium, Nb, le tantal, Ta, le fer, Fe2O3, entre 2,2 et 3,1%, et le vanadium, qui s'insère dans le réseau cristallin et lui confère une couleur sombre, voire noire, et un trait caractéristique noir verdâtre. La concentration moyenne exploitable du minerai lors des grades extrait des puits de protection dans les régolithes atteint 2,66 km3. Un ratio extraordinairement rentable lorsqu'on le compare au misérable 0,027 kg mètre cube. Recensé dans les puits d'autres bassins alluvionnaires du pays. Historiquement, cette ressource inestimable n'a pourtant connu qu'une exploitation embryonnaire et artisanale entre 1935 et 1955. Sous l'administration française, des méthodes régimentaires ont permis l'extraction totale d'environ 15 000 tonnes de rutile dans la décennie 1980. Le Bureau de recherche géologique et minière, BRGM, français, y a même une vaste campagne de forage qui a permis d'identifier un potentiel alluvionnaire certifié de 2,6 millions de tonnes, avec une concentration moyenne d'environ 1% logée dans les sédiments de petites et moyennes rivières sous une épaisseur de mort terrain allant de 1,5 à 4,5 mètres. Aujourd'hui, l'octroi récent de permis de recherche et d'exploitation à des entités d'envergure internationale à l'instar des filières du géant métallurgie français Eramet, qui a obtenu des permis de recherche sur des blocs rutulifères voisins d'Akonolinga, présage d'un basculement imminent vers une exploitation de type industriel. Cependant, l'un des enjeux majeurs de cette transition sera la gestion des externalités environnementales. Les études d'impact préviennent déjà que l'excavation massive de sol entraînera inévitablement le relâchage des métaux, traces élémentaires en traces, TE, et de particules fines dans le bassin hydrographique sensible du Nyong, menaçant la potabilité de l'eau et les écosystèmes aquatiques en aval. Appelez-moi Mamefeu. Cherchez Mamefeu, vous envoyez Mamefeu ici, s'il vous plaît. Envoyez-moi Mamefeu, elle connaît les mines. Mamefeu, cherchez Mamefeu. Envoyez Mamefeu ici, Mamefeu du président Paul Biya et de Brenda Biya et de Chantal Biya. J'espère que tu es là. Viens nous parler des ministres. Fer, bauxite, kaolin et gisement stratégique de la Sanaga maritime. Vous voyez pourquoi on nous chasse comme ça là? Parce que les terres là doivent rester des terres, vacantes 100 mètres. Après, vont venir prendre. Nous ne serons plus là. Tous les gens vont mourir. Les enfants, on les donne le kitoko là-bas. Donc, on va prendre ça sans nous. Nous ne serons plus là.
la misère est là-bas, vous vous déportez, ça reste vite et les gens vont venir prendre plus tard. D'autres leur donnent le kitoko, doivent mourir. Donc, ouais. La dotation minéralogique de la Sanaga maritime complète de façon synergique celle d'Union et Ekele par une abondance remarquable de minerais de fer et de matériaux argileux non métallurgiques à haute valeur ajoutée. Concernant la sidérurgie, la compagnie minière du Cameroun, CMC, filiale du britannique West African Mineral Corporation, possède le très convoité permis Sanaga, localisé à Edea. Les campagnes de prospection y ont mis en évidence un gisement d'Orès est déjà prouvé de 42,9 millions de tonnes de minerais de fer avec une teneur moyenne de 32,1%, bien que cette teneur en fer soit considérée comme modérée à base au regard des standards mondiaux qui privilégient souvent les zermatiques à plus de 60%. La rentabilité économique potentielle de ce gisement est paradoxalement soutenue par une position géostratégique et logistique imbattable. Le site minier ne se trouve qu'à 60 km de vastes infrastructures portières de Douala et à peine 160 km de nouveaux ports minéraliers à eau profonde de Kribi. Cet avantage logistique écrasante supprime de facto l'existence de finances des investissements colossaux de plusieurs milliards de dollars dans des centaines de kilomètres de chemins de fer lourds. Un obstacle réhibitoire qui bloque depuis des décennies le développement des autres méga-projets de fer du pays, logés dans l'interland forestier, comme le projet de Mbalam dans l'est ou celui de Nkout dans le sud, nécessitant plus de 300 km de rails. Parallèlement au fer, la région regorge des gisements sédimentaires de kaolin, silicate d'aluminium hydraté et de silice pur, particulièrement consacrés autour des localités de Pouma, d'Izangué et le long des berges de la Sanaga. Ces argiles blanches, que sur ça, fines résultant de l'altération chimique des silicates feldspathiques, sont des intrants industriels très recherchés. Elles sont largement utilisées au niveau mondial dans la formulation cosmétique, les poteries d'art, comme chaque minéral dans la fabrication de peintures écologiques conventionnelles et dans l'industrie émergente des ciments géopolymères, une alternative basse carbone au ciment Portland et du caoutchouc pour améliorer la résistance à l'abrasion. Si le kaolin génère aujourd'hui des flux économiques secondaires à l'échelle purement locale, allant parfois jusqu'à sa commercialisation, très controversée sous forme de blocs de marbre cosmétibles, le calaba, oui, c'est comme ça qu'on appelle ça, le calaba, très précisé par certaines femmes, enceintes, malgré des graves mises en garde médicales, soulignant les risques de cancer, d'anémie et d'obstruction digestive,
Il porte indéniablement en lui des germes d'une véritable industrie de transformation des matériaux de construction et des produits chimiques fins et co-responsables. J'espère que tout va bien là. Est-ce que tout va bien? Moi, je ne vous vois pas. Qui écrivent même? Je ne vois rien. Est-ce que vous m'écoutez là? Vous mais bon? Merci à tous ceux qui tapotent. À ceux qui dorment, ce n'est pas mon problème. Moi, je lis seulement. Moi, je lis seulement. Celui qui dort là-bas, c'est son problème. On n'est pas ici dans le Congo, ça. Ici, c'est l'école du TLFC. On lit. Après demain, vous voyez pourquoi il y a des choses compliquées chez nous. Vous voyez pourquoi le colon est venu nous attaquer chez nous en Pays-Bassa. Parce que non seulement la position est stratégique. Le moindre coût de transport, on sait que si on met la route là, on prend, on allait voum, tchak voum voum maïkena pauvre, tchak voum voum maïkena. Bambom bambom m'encom, tchak voum. Donc il n'y a rien au hasard. Le paradoxe à l'UQAM, fleuron métallurgique historique et gouffre financier systémique. L'analyse macroéconomique de la Sanaga maritime serait fondamentalement lacunaire, voire trompeuse, sans une étude comptable et stratégique détaillée de la compagnie camerounaise de l'aluminium à l'UQAM, implantée à EDA dès 1954. Précisément pour capter à la ressource, pour capter à la source d'énergie hydroélectrique abondante et initialement bon marché au barrage éponyme. L'UQAM représente le paradigme parfait et les limites de l'industrie lourde de substitution aux importations et de transformation de matières premières voulues par l'État camerounais. En 2023, les performances commerciales de façade de la l'UQAM démontraient toujours son importance macroéconomique vitale. Pourvoyeuse de devises, l'entreprise a généré des recettes d'exploitation d'aluminium brut atteignant la somme de 54,2 milliards de francs CFA. En progression honorable de 11% par rapport à l'année précédente. Néanmoins, ces flux de trésorerie positifs et en surface marquent de plus en plus mal une entreprise en situation de détresse bilancielle absolue. L'étude analytique des états financiers clôturée de l'année 2025 révèle la radiographie clinique d'une entité industrielle techniquement et en faillite, maintenue sous perfusion artificielle, exclusive par la puissance publique et des jeux d'écriture. Le tableau ci-dessous décrypte les principaux agrégats de la crise financière de l'UQAM. Indicateur, il y a le tableau. Indicateurs financiers et événements à l'UQAM 2025. Valeur en francs CFA, observation stratégique et conséquences. Bon, moi, ce qui me dérange toujours dépasser, c'est qu'à l'UQAM chez nous depuis des années, normalement, les bassins devaient être, les bassins pour bâtir devaient être les actionnaires dedans. Comme la Sodecoton, qui se trouve dans le Septentrion, qui est géré par les représentants locaux de cette entreprise. Et l'entreprise ne tombe jamais. Quand ça tombe, on injecte le diaplomb. Quand ça tombe, on veut privatiser, ils sortent, injectent le diaplomb. On dit maintenant que ça... Ok, j'avance. Chiffre d'affaires, revenu opérationnel. Au niveau valeur en francs CFA, 80 milliards. Observation stratégique et conséquences. Baisse brutale de 15% d'une année sur l'autre.
principalement imputable à un recul drastique des tonnages physiques vendus, malgré des cours de LME relativement stables. Capitaux propres, fonds propres, moins 51,9 milliards. L'entreprise est techniquement en situation de faillite actée. Son passif, ses dettes, engloutissant totalement et dépassant ses actifs comptables. Dette à l'égard du fournisseur d'énergie Eneo. 20,9 milliards. Valeur en francs CFA. 20,9 milliards. Dette à l'égard du fournisseur d'énergie Eneo. On dit là 20,9 milliards. Dette correspondant au non-paiement de la consommation d'électricité, haute tension, octobre 2023, décembre 2024. L'État s'est subrogé à l'UQAM pour assumer cette dette abyssale. Identité pour sinistre majeur Eneo, plus 16 milliards. Gain au niveau de quoi maintenant? Au niveau de... Attendez. Au niveau des observations stratégiques et conséquents. Gain comptable exceptionnel classé en autre. Revenu qui masque artificiellement le gouffre du déficit opérationnel. Cette indemnité fait suite à une défaillance d'électricité dramatique en avril 2020 ayant provoqué un incendie dévastateur, détruisant une grande partie des cuves électrolyse. Résultat net déclaré, plus 273,3 millions. Bénéfices purement factices et cosmétiques induits par les jeux d'écriture compensatoire, exceptionnelle, identité, assurance, plus subrogation étatique, contrastant avec la perte abyssale de 23,8 milliards l'année précédente. L'effondrement opérationnel à l'UQAM est largement imputable à une conjonction mortifère de facteurs exogènes mondiaux, la volatilité imprévisible du cours mondial de l'aluminium, coté à London Metal Exchange, LME, et de défaillance endémique de l'infrastructure énergétique nationale, le sinistre électrique majeur d'avril 2020 a provoqué un arrêt brutal et non contrôlé de l'alimentation électrique, causant le figage de l'aluminium en fusion et la destruction thermique des cuves électrolyse. Ce drame industriel, a amputé la capacité de production nominale de l'usine, initialement de 100 000 tonnes annuelles. De plus de la moitié conséquence, les coûts fixés de la structure ne sont plus couverts par les volumes produits. Et l'entreprise est devenue le plus gros débiteur insolvable de l'électricité nationale Eneo, créant un risque systémique en chaîne pour l'ensemble des secteurs électriques camerounais, car le non-paiement par l'UQAM empêche Eneo d'investir dans le réseau de distribution nationale. Pour éviter la liquidation pure et simple, puis politiquement inacceptable de cette ancienne société économique mixte, redevenue propriété de l'État à 100% en 2015, après le retrait fracassant de son partenaire historique Rio Tinto Alcan.
Le gouvernement camerounais a été contraint de s'engager dans une ingénierie financière de la dernière chance. L'horizon 2026 prévoit une récapitalisation massive de sauvetage via la conversion juridique des créances accumulées par l'État évaluées au montant astronomique de 92,5 milliards de francs CFA. En capital social, une manœuvre classique des débuts, toute équité soit. Cette opération de sauvetage bilanciaire effacera virtuellement la dette au passif, mais elle ne résoudra en rien l'équation industrielle fondamentale. L'obsolescence profonde de l'outil de production des DA. La compétitivité laminée des coûts marginaux de production et sa dépendance totale en un approvisionnement en énergie électrique haute tension devenu cruellement erratique. L'infrastructure énergétique et hydroélectrique. La Sanaga compte comme matrice électrique au Cameroun. Le destin industriel d'Alucam, l'avenir de l'exploitation métallurgique de fer et du utile, ainsi que la géographie économique et industrielle globale de toute la moitié sud du Cameroun sont irrémédiablement liés à la domestication de l'hydrologie du fleuve Sanaga. Ce cours d'eau puissant et majestueux qui dessine la frontière naturelle nord du département d'Union Ekele et traverse de part en part la Sanaga maritime avant de se jeter dans l'océan Atlantique et au sud de Douala constitue ni plus ni moins que le cœur de la matrice énergétique de la nation. Les études hydrologiques modernes indiquent que le bassin versant de la rivière Sanaga recèle à lui seul près de la moitié du potentiel hydroélectrique global inexploité de tout le Cameroun, lequel potentiel est estimé à un niveau colossal dépassant les 20 000 mégawatts. L'héritage vieillissant des barrages historiques de Déa et de Sonlolo. Dès 1954, la construction visionnaire du barrage hydroélectrique de Déa, d'une capacité nominale installée de 267 MW, a jeté des fondations physiques du réseau interconnecté Sud, RIS. Cet aménagement pionnier garantissait alors l'alimentation stable et peu onéreuse de la métropole économique émergente de Douala et permettait l'installation du complexe électro-intensif d'Alucam. Ce dispositif initial a été dramatiquement amplifié quelques décennies plus tard avec la mise en service du monumental barrage de Sonlolo situé aux amont de Déa sur le cours tumultueux de la Sanaga. Le barrage de Sonlolo, doté de sa capacité nominale de 384 MW, est rapidement devenu la pierre angulaire incontestée de la production et de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun, supplantant en importance toutes les autres installations du pays. Cependant, le passage du temps a rendu le maintien en condition opérationnelle de ces ouvrages stratégiques particulièrement onéreux en complexe, absorbant des capitaux d'investissement CAPEX exorbitants.
Au milieu des années 2020, la société concessionnaire du service public de l'électricité Eneo Energy of Cameroun peinait gravement à boucler un plan de mobilisation financière critique d'un montant de 54 milliards de francs CFA. Comme somme jugée indispensable pour poursuivre les achèvements de la phase lourde de réhabilitation du barrage de Sonloulou. La vétusté des turbines et des alternateurs, un vasement progressif du réservoir des retenues adolescentes, des systèmes de contrôle commande combinés à l'irrégularité croissante des débits hydrauliques induite par le changement climatique lors des saisons sèches, place le système énergétique national sous une épée de Damoclès constante. La menace récurrente de délestage tournant étouffe dans l'œuf toute tentative d'expansion industrielle à grande échelle dans la zone, décourageant les investisseurs étrangers qui exigent une fourniture énergétique ininterrompue pour les procédés métallurgiques ou agro-industriels. Le méga projet hydroélectrique du Grand Ewen, le basculement paradigmatique vers l'avenir. Pour rompre définitivement ce goulot d'étranglement énergétique qui bride de la croissance du PIB, la stratégie souveraine de l'État pour les décennies 2020-2030 repose sur la maximisation systématique et planifiée du potentiel hydroélectrique de la Sanaga par la construction d'infrastructures de toute nouvelle génération. Outre le barrage de Nachtigal, d'une capacité de 420 MW, conçu plus en amont, le grand œuvre structurant qui redéfinira le poids économique du département de la Sanaga maritime réside dans la conception de la construction de la gigantesque centrale hydroélectrique du Grand Ewen. Position stratégique sur la Sanaga à proximité immédiate du village de Sakbayemi, soit environ 25 km en amont des installations existantes de Sonloulou, aux confins géographiques exacts du littoral et de la région du centre, aux coordonnées satellitaires 4 degrés 04 22 N, 10 degrés 37 48 Grand Ewen est conçu par les ingénieurs pour devenir de très loin la source d'énergie hydroélectrique la plus massive et la plus puissante de la République. Développée initialement sous l'égide de la société d'ingénierie américaine Hydromine, mandatée par le gouvernement du Cameroun pour agir selon un modèle éprouvé de partenariat public-privé PPP de type Bolt, Brune, Water, Operate, Transfer, construit, procéder, exploiter, transférer. Le projet prévoit l'érection d'un barrage mixte d'une ampleur inédite, conçu en partie comme un barrage poids en béton et en partie comme un barrage en enrochement. La capacité installée visée par ce projet pharaonique dans sa configuration d'équipement optimale s'établit dans une fourchette vertigineuse allant de 1000 MW
garantie à potentiellement à 1800 MW avec une date de commissionnement et de première injection sur les réseaux ciblés autour de l'année 2028. L'essai d'investissement de ce projet dépasse la simple logique de rentabilité du producteur indépendant d'électricité IPP. Elle relève de la haute sécurité et de la souveraineté économique nationale. Consciente de cet enjeu macroéconomique vital, la Banque mondiale, agissant via son Association internationale de développement, IDA, a consenti au gouvernement d'un crédit souverain d'un montant de 24,9 millions d'euros, soit environ 16,3 milliards de francs CFA. Ces ressources concessionnaires n'ont pas vocation de couler le béton, mais pour strictement dédié au financement de l'assistance technique de pointe. L'objectif est de structurer la transaction complexe pour sélectionner le consommation privée finale sur une base cohérentielle transparente, de renforcer les capacités des entités gouvernementales à surveiller le strict respect du plan de gestion environnementale et sociale PGES, de Nachtigal à Grand Ewen, et surtout de financer une mobilisation analytique pour concevoir une stratégie à long terme d'atténuation des risques hydrologiques. Il s'agit de protéger le Cameroun de l'extrême volatilité des coûts de production électrique induite par le dérèglement des régimes pluviométriques équatoriaux. La concrétisation et l'intégration de la centrale de Grand Ewen au réseau électrique interconnecté modifiera la façon irréversible et positive du climat des affaires de toute la façade maritime camerounaise. Elle fournirait enfin cette fameuse énergie dite basse load, charge de base, faible, fiable, abondante, décarbonée et à un coût de revient unitaire, extrêmement compétitif. Cette abondance énergétique est la condition sine qua non et absolument indispensable pour, d'une part, permettre et finaliser l'exploitation industrielle électro-intensive des gisements de l'utile d'Union Ekele, d'autre part, pour rentabiliser l'extraction et le traitement primaire des gisements de fer de la CMC-AEDA, et enfin, pour tenter l'impossible pari de ramener les coûts d'intrants opérationnels d'Alucam à un niveau qui lui permettrait de survivre dans l'arène impitoyable du commerce mondial de l'aluminium. Apport global, Iakiyamba, je ne te connais pas. Apport global et synthétique à l'économie de l'État 1982-2026 et internationalité croisée. La lecture transversale et diachronique de 44 années de données macroéconomiques, industrielles, agricoles et sociales met en lumière un rapport fondamental structurant, mais hautement asymétrie des départements d'Union Ekele et de la Sanaga maritime à la constitution de la richesse globale de l'État du Cameroun. Contribution historique du PIB, recettes fiscales et ingénierie budgétaire. Sur le temps long du cycle économique, cette
territoires ont assuré la fonction inestimable de vache à lait budgétaire pour le gouvernement central de Yaoundé. Ils ont joué un rôle de stabilisateur conjoncturel décisif lors des effondrements violents des cours mondiaux du pétrole brut qui ont frappé de plein fouet les finances du pays. D'abord à la fin des années 80, puis de nouveau de manière brutale au milieu des années 2010. La redevance d'exploitation forestière issue des massifs du centre et du littoral, la fiscalité ad valorem prélevée à l'exploitation sur les cultures de rente commerciale, la fève de cacao premium, l'huile de palme brute et ses dérivés, le caoutchouc naturel de l'EVA et la fiscalité assise sur le chiffre d'affaires de l'industrie métallurgique d'aluminium brut ont historiquement abondé de manière substantielle les caisses du trésor public camerounais. L'importance macroéconomique persistante de cette région géographique est éclatante et se trouve formellement entérinée par les architectures d'allocation budgétaire les plus contemporaines de la République. Lors de la présentation et du lancement solennel du budget de l'État pour l'exercice fiscal 2026, la circonscription financière désignée sous le nom de Code littoral 1, qui regroupe exclusivement les deux poids lourds que sont le département de Vouri, soit Douala, le département de la Sanaga maritime a capté une enveloppe d'investissement et de fonctionnement colossal d'un montant exact de 166 milliards de francs CFA. Ce fléchage budgétaire exceptionnel ne révèle pas de la charité d'État, mais reflète fidèlement le statut éminent de cette zone en tant que véritable poumon fiscal, industriel, énergétique et logistique de la République. Les forums économiques dédiés sont d'ailleurs régulièrement organisés pour consolider ces acquis et pérenniser un cadre de concertation économique territoriale visant un développement inclusif. Cependant, la traduction de ce fonctionnement des ressources, cependant, la traduction de ce foisonnement des ressources en une contribution pérenne à la croissance du produit intérieur brut national s'avère profondément entravée par le phénomène économique bien documenté de la maladie hollandaise Dutch Siesies interne et de la désarticulation manifeste des chaînes de valeur. Durant des décennies, l'architecture macroéconomique a lourdement privilégié l'exportation pure et simple de matières premières brutes n'ayant subi qu'une première transformation rudimentaire. Ce fut le cas de l'huile de palme, de la soca palme, exportée massivement ou vendue sous sa forme la plus basique aux raffineurs étrangers, tout comme l'aluminium brut d'Alucam exporté vers les marchés européens sans transformation locale en produits finis, tôle, profilé, câblage, profilé, aéronautique, à forte valeur ajoutée. Papa, Oui. tu veux encore de l'eau là? Non, va chercher l'eau chez ta mère. Il fait chaud? Oui. Va chercher l'eau chez ta mère. Ne m'embête pas. Il y a l'eau chez maman, va là-bas. Il y a des bouteilles là-bas. Mais sors, il quoi? Sors de. Ces modèles économiques de comptoir ou d'économie d'enclave
montrent aujourd'hui ses limites absolues. Le rachat inattendu de l'usine agro-industrielle de Zeka par l'acteur privé national OPAMS en février 2026, actant un engagement ferme d'investissement massif de l'ordre de 45 milliards de francs CFA pour combler d'urgence le déficit domestique des industries de consommation. Illustre une prise de conscience tardive, mais salvatrice. Elle indique une amorce indispensable vers le modèle théorique de l'industrialisation par substitution aux importations ISI et la rétention impérative de la valeur ajoutée intellectuelle, technologique et industrielle sur le sol national. Seule voie capable de générer les emplois qualifiés nécessaires pour résorber les sous-emplois endémiques. Recommandations stratégiques et conclusions pour une croissance macroéconomique résiliente. L'observation empirique de la trajectoire économique complexe de cet axe centre-littoral suggère des inflexions nécessaires, mais d'une urgence absolue, afin d'aligner l'exploitation des ressources minérales et agricoles avec des impératifs mondiaux du développement durable et de la compétitivité. Premièrement, la doctrine de la gouvernance foncière régissant l'implantation agro-industrielle exige une refonte législative et paradigmatique complète. Les émeutes violentes d'Apu, Angor, et la paralysie administrative des projets de rétablissement des bornes et des restrictions foncières minent gravement la paix sociale indispensable aux affaires. L'État camerounais en sa qualité de bailleur foncier doit impérativement auditer l'exécution de l'intégralité des contrats de bail amphithéotiques hérités des privatisations des années 2000, notamment les clauses strictes et rétrocession des espaces vitaux lors des opérations de coupe rase et de replantation. Mieux encore, il convient d'inciter à l'inclusion des communautés riveraines dans le capital actionnarial de nouvelles extensions de plantations, transformant ainsi la population riveraine. Jusqu'ici, considérée comme une variable d'ajustement ou un coût de sécurité, en une partie prenante directement bénéficiaire des dividendes de la croissance agricole. La protection juridique formelle des droits fonciers traditionnels et la sécurisation des titres ruraux sont les seuls remparts systémiques contre une insurrection sociale généralisée dans ces zones conçues comme de simples enclaves extractives. Deuxièmement, la régulation de la formalisation de l'économie extractive informelle, notamment l'extraction massive et dangereuse du sable, des lits, de la Sanaga, s'impose avec acuité alors que les communes décentralisées encaissent d'importantes taxes de quittance sur la valve logistique, le transport par camion, l'amont de la filière, les plongeurs échappent à toute norme sanitaire, sécuritaire et fiscale. L'État et les municipalités devraient favoriser la création des coopératives minières artisanales légalement encadrées. Une telle politique permettra de doter les travailleurs d'équipements de protection adéquate, d'éradiquer la forte morbidité
et la mortalité directement liée aux eaux contaminées et, in fine, de canaliser et de recouvrir des recettes fiscales et sociales additionnelles de manière plus éthique pour abonder les budgets de développement communaux. Troisièmement, le déploiement opérationnel du code minier pour l'exploitation prochaine de la prestigieuse ceinture rutulifère de Dibang et Zeka doit être juridiquement conditionné à la construction obligatoire et préalable d'unités locales, de séparation physique et de traitement chimique avancé du minerai. Exploiter les sables minéralisés bruts vers l'étranger reproduirait les erreurs tragiques ou de la politique d'exportation forestière prédatrice des années 1990. L'excellence géochimique mondialement reconnue des gisements de la région contenant du dioxyde de titan pur à plus de 96% offre au gouvernement du Cameroun un pouvoir de négociation asymétrique et décisif et doit en user pour imposer le transfert effectif des technologies métallurgiques aux multinationales exploratrices comme Eramet, forçant la création d'une filière titane 100% intégrée sur le territoire du Nyong-Kele. Enfin, la crise existentielle et financière profonde d'Alucam requiert au-delà des artifices comptables une clarification contagieuse d'une responsabilité industrielle de l'État actionnaire. La conversion prévue de 92,5 milliards de francs CFA de dette souveraine en action au cours de l'exercice 2026 n'est au mieux qu'un pansement posé sur une hémorragie bilancière. Sans la synchronisation parfaite de cette récapitalisation financière avec la livraison effective, fiable et à tarif réglementaire des milliers de mégawatts du futur complexe hydroélectrique de Grand Ewen, couplé à une modernisation intégrale des cuves électrolyse détruites, l'industrie historique de l'aluminium camerounaise demeurera un fardeau déflationniste écrasant pour le contribuable national, incapable de transformer ses atouts géophysiques, géographiques, naturels et en un avantage comparatif défendable sur le marché mondial. En définitive, au terme de cette analyse couvrant près d'un demi-siècle de fluctuations économiques, il paraît clairement que l'Union Ekele et la Sanaga maritime consacrent en leur sein à la fois les espoirs les plus immenses de la contradiction les plus paralysantes de l'émergence économique du Cameroun. Leurs ressources sont indéniablement abondantes et stratégiques à l'échelle du continent. La transformation de leur extraordinaire potentiel brut en un dividende macroéconomique réel et inclusif ne dépend plus aujourd'hui de la découverte hypothétique de nouvelles ressources, mais réside entièrement dans la capacité institutionnelle, juridique et politique de l'État et à en restructurer
la chaîne d'exploitation au profit exclusif de l'inclusion sociale de ces populations et de la conquête d'une véritable souveraineté industrielle. Fin de la lecture. Source des archives. Répertoire actualisé des villages du Cameroun. IRIDA. Répertoire actualisé village Cameroun. Il y a encore quoi? Acéphale, tout. DRAP du plan communal de développement. Plan communal de développement de Nyanon. PC de Nyanon, PDF 6, rapport d'études, Citizen rapport 4, évaluation des services rendus par offre publique dans le secteur de l'approvisionnement, programme national de développement participatif, rapport MASSOC 2022, PDF, mesures et cartographiques de la pauvreté à partir des conditions de vie. Autopsie de la filière sable Sanaga dans la commune d'Ebebda, région du centre du Cameroun. Sable Sanaga à Ebebda également. Donc, ce sont des références. Fin de la lecture. Bon, on a fini. Les bonnes choses ne sont pas toujours écoutées. Les gens aiment le Congo-ça. Quand on commence à faire des bonnes choses, ils disparaissent. Ils aiment entendre qu'il y a le Congo-ça, qu'on va pratiquer. On va parler de... Aujourd'hui, vous avez vu que un fameux de Socratique a dit que non. Bon, la lecture est terminée. Man, est-ce que tu es là? Oui, bonjour grand. Je suis là. Ouais, Bon, j'ai envoyé le document. J'ai envoyé le document. J'espère que tu as eu le TLFC. Vous avez eu le document. Oui, j'ai vu le document. Malheureusement, j'ai commencé à le lire avec les choses du dimanche, église et tout. On n'a pas eu le temps de bien voir le document. Mais Dieu merci, tu as eu à faire quand même la lecture. Écoute, il n'y a rien de sorcier, hein. Ce qui est bien dans les documents qu'on étudie ici sur le panel, c'est qu'il n'y a rien de sorcier. Pourquoi? Parce que l'analyse qu'on va faire maintenant, là, cette analyse-là, elle peut être résumée dans les dernières phrases que le document t'a données. Où on te dit clairement que le développement aujourd'hui de la zone Sanaga maritime, voire du Cameroun, n'est plus une affaire de découverte. Je ne sais pas si tu te souviens de la phrase à la fin, où on te dit clairement que ce n'est plus une affaire de découverte. Ce n'est pas une affaire de sorcellerie. Ce n'est pas une affaire de cotisation des élites. Ce n'est pas une affaire de je ne sais pas quoi. C'est pour ça que quand les gens veulent essayer de détourner le sujet avec les affaires de tribalisme et tout, c'est-à-dire le potentiel qu'il y a, et ce qui est bien, c'est que on avait dit tout ça même avant aujourd'hui. Tu te souviens, on avait donné des arguments en montrant le positionnement stratégique de la Sanaga maritime. C'est pour ça que vous voyez, on a eu avec non seulement toi et le grand Otep, les allers-retours sur la stratégie, non seulement de développement du Cameroun. Je crois que ça a été même l'une de mes premières vidéos qui avait fait le tour, mais aussi sur le rôle particulier qu'il y avait en termes de Bassa. Et tu te souviens, je t'avais dit un jour que la différence entre nous et par exemple les autres populations, et je crois que tu m'avais cité l'exemple des Bamoun, c'est que nous sommes à l'intersection de plusieurs intérêts. On est à l'intersection de plusieurs intérêts. Ça veut dire quoi? Si on fait les choses correctement dans la Sanaga maritime, il y a plusieurs conséquences.
tu vas inverser le modèle de développement du Cameroun, c'est-à-dire tu vas revenir sur un Cameroun productif plutôt qu'un Cameroun qui est fixé sur l'importation. Et qui dit Cameroun fixé sur l'importation, qui dit un Cameroun qui arrange plutôt les puissances occidentales. Parce que c'est dans ce modèle de développement-là, dans ce modèle économique-là, que eux, ils ont tous ces contrats, les contrats de négoce. C'est eux qui font les plus-values quand nous, on exporte sans transformer sur place. Les emplois qu'on devait avoir au niveau de la Sanaga maritime, eux, ils vont l'avoir dans leurs industries partout, en Europe, en Asie, etc. On ne revient pas sur les bêtises qu'on raconte sur les devises et tout. Et c'est un modèle qui est exportable, comme je le dis, dans toutes les régions du Cameroun. J'en avais parlé. Donc, tu vois donc que on est dans des systèmes où c'est volontaire, où la mentalité que les gens ont eue ailleurs, les bassins ne peuvent pas comprendre les choses de la même façon. Parce que, encore une fois, il n'y a aucun hasard dans la façon dont on est traité. On va même y revenir au niveau administratif, où on te dit même qu'avant, tu avais une région quasiment bassa qui était constituée avec la jonction des Deya et des Eka. Mais que c'est après que ça a été découpé pour envoyer un du côté du littoral et l'autre du côté de la région du centre. Alors qu'il y avait déjà une architecture qui est là. Donc, si je reviens donc à ce qui a été fait, tu vois que c'est un résumé, le document est un peu un résumé de toutes les, de toutes les démonstrations qu'on a eu à faire ici. Que, en fait, quand on parle d'un pays sérieux, on ne parle pas simplement d'affaires d'infrastructures, non. On parle de tout un écosystème social. Ça veut dire quoi? Tu as vu le tableau où on t'a démontré quelles sont les ressources qu'il y a en zone de Sanaga maritime. Et toutes ces ressources-là ont des marchés mondiaux. Ça veut dire quoi? L'extraction sur laquelle on reste là, on laisse à l'état d'extraction parce que c'est ça qui arrange les colons. Et c'est ça qui arrange toutes les multinationales qu'il y a partout dans le monde. En Suisse, en France, les Libanais, etc. Parce que eux, ils gagnent de l'argent dans le transport, dans ce qu'on appelle le négoce et dans ce qu'on appelle l'industrialisation. Tout l'argent de la Suisse, ce n'est que ça. Dans les hydrocarbures, dans le cacao ivoirien, dans les affaires de noix de palme, dans le diamant. Eux, ils sont seulement, leur vie, c'est être dans les bureaux. Vous travaillez, vous mourrez dans les champs, vous mourrez dans les mines, et eux, ils prennent, tu as vu dans le document où on te parle des affaires de coûts mondiaux. C'est eux qui mangent cet argent-là. C'est-à-dire que vous mourrez dans les champs, hein? Vous mourrez dans les champs de génération en génération. On a une mentalité d'extraction quand c'est pour vous. On investit dans rien. Il n'y a aucune lisibilité publique. Il n'y a aucun investissement pour viabiliser toute la zone. On prend la ressource et puis on sort avec ça. C'est pour ça que tu te souviens, j'avais dit ici une fois que 9 fois sur 10, quand on parle de la Sanaga maritime, on ne parle que de la route pour traverser la Sanaga maritime. Remarquez bien, si vous voyez dans les médias qu'on parle de la Sanaga maritime, 9 fois sur 10, le débat c'est sur la route pour traverser. C'est tout simplement une mentalité coloniale. Dans tous les pays africains même c'est comme ça. La majorité des routes que vous trouvez entre les années 30, 40 jusqu'à 60, 70, c'était des routes d'extraction. Même au Cameroun, si vous voyez les toutes premières routes, c'était des routes d'extraction. Le chemin de fer d'abord, c'est quoi? Voilà. Les routes et les chemins de fer, c'est une mentalité d'extraction. Mais tu vas jamais voir où on parle de la Sanaga maritime pour faire tout l'écosystème. Parce qu'aujourd'hui, tu as posé une question que pourquoi les enfants de la Sanaga maritime ne pouvaient pas être actionnaires. On a cité ici les hommes d'affaires
Bassa qui ont eu à se lancer. Tout ça, ça vient de là. Parce que derrière, il y a des écoles spécialisées que tu dois mettre à côté. Hein? Il y a le foncier que tu dois mettre à côté parce que les emplois qu'il y a dans l'industrie et dans le service, c'est pas comme des emplois agricoles qui sont saisonniers. C'est des emplois qui vous permettent de gagner en richesse. C'est des emplois qui vous permettent d'avoir un pouvoir d'achat, de pouvoir faire des emprunts et d'avoir de l'accès au foncier, d'habiter. C'est-à-dire, c'est des emplois qui sont structurants, en fait. Ça n'a rien à voir avec des saisonniers que tu vas prendre dans un champ pour venir faire le maraîchage ou bien faire la récolte. C'est pour ça que si vous voyez bien, même dans le système international, qu'est-ce que les Africains font la plupart des fois quand ils vont en France, en Italie ou en Espagne? C'est d'abord ces boulots-là, les boulots saisonniers de récolte et tout. Parce que à la base, c'est le genre de boulot, quand une société évolue, la population quitte ces boulots-là pour aller maintenant vers tout ce qui est secondaire et tertiaire. Ça veut dire tout ce qui est industrie, école, banque, etc. C'est pour ça que maintenant on appelle les Africains pour qu'ils viennent faire ces boulots-là. Parce qu'on sait que vous ne pouvez pas vous développer dans une société avec ces boulots-là. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre. Et on en revient à ce qu'on disait, non, la mentalité. Rien n'a été fait correctement. Je te prends un exemple. Tout à l'heure, on t'a parlé, tu as vu le tableau où on a donné les dettes de Alucam par rapport à Eneo. Qu'est-ce qu'un pays sérieux avec un gisement énergétique comme la Sanaga maritime, qu'est-ce qu'on a à faire payer des factures mirobolantes à Alucam pour une énergie qui appartient au Cameroun? Hein? On te dit des dettes de près de 20 milliards. Tu n'as pas besoin de ça. Aujourd'hui, le développement d'Alucam, c'est dans l'intérêt du Cameroun. Derrière, avec des recettes fiscales. C'est une population que tu fixes, c'est une population que tu formes. Mais ça revient au débat, tu te souviens du débat qu'il y avait eu avec Valère Bessala, au Nangini et tout, où on te raconte que non, Paul Biya a été obligé de privatiser. Tout ça, c'est ça. Le rôle que Nyat a eu quand on lui a confié l'énergie au Cameroun, c'est ça. Où tu as un gisement d'énergie, tu as des barrages qui sont là, tu as toute une cité industrielle qui est là, mais l'énergie ne profite pas aux entreprises industrielles qui sont là. Pourquoi est-ce qu'on va se mettre à taxer des milliards à une industrie qui crée de l'emploi pour les Camerounais? C'est pour que ça aille où? C'est-à-dire, ça n'a aucun sens. On a parlé du réseau routier. Vous dites que vous voulez faire une cité industrielle. On a parlé de la noix de palme. On a parlé à l'UQAM. On a parlé de toute autre chose. Comment ça se fait qu'on soit toujours l'une des régions les plus enclavées, l'une des zones les plus enclavées du Cameroun? Comment vous voulez que ça marche? Donc tout ça, c'est pour dire que aujourd'hui, quand on a ce genre de documents-là, on revient encore à l'intérêt même du peuple Bassa. Quand on a ce genre de documents, on a ce genre d'historique, comment les gens peuvent tomber sur Maud et lui parler de vivre ensemble? Comment est-ce qu'on peut tomber sur Maud et lui parler de débat de ramener les corps? C'est incompréhensible. Parce qu'on voit qu'il y a tout simplement un acharnement administratif, il y a un acharnement foncier, il y a un acharnement économique à tout ce qui touche à la zone Bassa. Et derrière le Cameroun, parce que j'ai dit encore, ce modèle-là, c'est le même modèle qui a été appliqué partout. Sauf que ailleurs, il y a maintenant ce qu'on appelle les intérêts politiques. Tu as parlé de la zone du Nord tout à l'heure. En zone du Nord, tu as dit tout ce qui se passe ailleurs, rien n'est applicable au Nord. Rien. On te parle de problèmes de gestion de l'entreprise. Tu as demandé tout à l'heure que mais la Sodecoton n'a pas tous ces problèmes-là.
La Sodecoton n'a pas eu de problème depuis sa création. C'est bizarre. Mais, curieusement, on essaie toujours, on sauve toujours la Sodecoton. Là-bas, il n'y a pas de problème de vivre ensemble. Là-bas, il n'y a pas de problème de quota d'emploi. Là-bas, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, ils prennent la chose comme leur bien. Et ça ne souffre d'aucune contestation. Et je vais m'arrêter d'abord sur un point qui est très important, dont on ne parle pas souvent. Le décalage et, on va dire, le décalage économique qu'il y a eu entre guillemets, les grands enfants du triangle et les autres communautés, qu'on ne voit pas beaucoup, c'est le décalage scolaire, le décalage d'éducation. Parce que la précarité financière qui a touché, on va dire, les enfants du Grand Sud, a fait en sorte que ce sont les mêmes qui avaient les moyens de s'installer partout au Cameroun. Ce sont les mêmes qui ont eu les moyens pour leurs enfants d'avoir l'accès à une éducation de plus en plus qualitative. Ce sont les mêmes qui ont eu accès aux bourses. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, même si tu veux même implanter aujourd'hui tel ou tel projet dans la zone du Grand Sud ou bien dans la zone Bassa, tu vas même trouver qu'on va même te dire qu'il y a même pas les talents. On va te dire qu'il y a même pas les ressources humaines. Parce que tu as 30 à 40 ans de précarité où certains avaient les moyens de faire accéder leurs enfants aux meilleures études par des moyens légaux et illégaux, mais d'autres étaient dans le jour le jour. Et quand tu es dans le jour, écoute, il y a certaines études où tes enfants ne vont pas forcément aller. Et c'est ça qu'on appelle le déclassement social, le déclassement éducatif. Tout est fait en sorte que même si tu veux venir aujourd'hui implanter de grosses industries en Pays Bassa et que tu veux peut-être mettre le top management avec les enfants locaux, on va te dire que, mais écoutez, il n'y a pas les compétences. On va te dire que, mais écoutez, on est venu, on a cherché, il n'y a pas les compétences. Pourtant, tu as des localités, tu as des entreprises qui ont été là pendant plus de 30 ans. Mais on n'a pas fait de lycée spécialisé. On n'a pas fait de rentrée avec des ateliers, avec des formations, avec des stages. On n'a pas fait tout ça. On est resté dans une mentalité d'extraction et non dans une mentalité de valorisation. Donc, c'est quelque chose qu'on doit décrypter petit à petit et on va le faire à plusieurs niveaux. Mais il y a tous ces petits éléments-là. Tous ces petits éléments. Donc, je m'arrête d'abord là. Merci, man. Ce document, je l'ai beaucoup aimé. Et contrairement à ceux qui ne comprennent pas ce que nous faisons sur ce panel, je pense que ce document en dit, même pendant la guerre des indépendances, pourquoi nous avons été attaqués. Parce que tu te rappelles que je t'ai posé une question ici pour savoir pourquoi les gens ont décidé d'axer toute la guerre des indépendances en Pays Bassa. Quand tu lis ce document, tu commences à réfléchir, ta tête commence à réfléchir encore autrement. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis l'accent sur cette zone-là, sur ce corridor-là? Tu as vu, on va à Dizangue, Ezeka, Edea, allez, on frappe de l'autre côté. Allez, donc, je pose la question. Il y a des gens qui m'ont donné les raisons. Parce que on avait notre mbok, on était trop sérieux. Non. Je commence à, moi, ce panel va me, ça, non, ma lobby, non, ce panel va me faire, peut-être devenir un agrégé. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer ça. Vous ne pouvez pas m'expliquer ça. Vous ne pouvez pas m'expliquer. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis l'accent là, à cet endroit? Quand tu lis, tu comprends que les Allemands ont fouillé tout le territoire camerounais. Avant les Allemands, il y a des gens qui ont fait des tours. J'ai lu à un endroit là, on disait que ils ont d'abord pris une petite partie. Ils ont d'abord pris, les Français ont d'abord pris un petit truc là. Les années 50 poussières. Tu as entendu? Je ne sais pas si pendant qu'elle lisait, parce que moi quand je lis après, tout ce que j'ai lu là va commencer à ressortir comme les goûts à out. Ça sort. Tout ce que j'ai lu là maintenant.
Je vais encore relire ça. Une fois. Après, tout ça va sortir comme les go à out. Ça va commencer à mettre des choses sur ma tête comme ça. Donc, quand tu me racontes, tu me trouves en train de parler, je m'arrête plus. On a dit qu'il y a un petit truc que les Français n'ont pris. Là, sur le territoire, là, sur notre territoire, ils ont pris. Ils ont pris un truc là. Ils ont pris un truc. Ils ont exploité, après ils ont laissé, ils sont partis. Donc ça veut dire que ces gens, quand ils venaient nous attaquer, ils ne nous ont pas attaqué parce que c'est le tel bord. Non. Non. Et l'endroit là où on se trouve, c'est stratégique. L'endroit où le territoire bassin pour bâtir. Quand tu lis tout ce qu'on te déverse là, mais c'est pas au hasard qu'ils attaquent, qu'ils nous ont attaqués. C'est pas au hasard. C'est pas parce que le bord a fait car quand on dit que non, on était les plus forts. Moi, je peux pas accepter ça, mon bobo. On va me tromper comme vous allez me dire que je suis fou. Je préfère accepter, mais ce sont mes analyses. J'ai dit non. Quand j'ai lu le document, j'ai tenu à le prendre du début jusqu'à la fin. Tac, fini avec ça. L'endroit où on se trouve, regarde les coups d'eau, les barrages. Le barrage qu'ils sont en train de faire là, le barrage c'est Grand Owen, c'est Grand Owen. C'est tous les barrages là sont seulement chez nous. Donc ça veut dire que ce territoire est un territoire qui est stratégique. C'est un territoire qui est stratégique au niveau des matières premières. C'est ce territoire qui peut développer le Cameroun, peut-être même l'Afrique. C'est ce territoire-là où on se trouve qui peut développer ça. Il y a tout en pays Bassa. Il y a tout. Il y a tout en pays Bassa. Le pétrole, tous les machins, il y a tout chez nous. Donc, on ne peut pas accepter que non, ils sont venus attaquer les Bassa comme ça parce que les Bassa, et non, Bobo, vous allez tout me dire. Non, je ne peux pas accepter. Non, je ne peux pas. Bobo, moi, je ne peux pas. On te dit que les choses sont à Dibang. Il y a des choses à Dibang. Il y a des choses partout. Il y a des choses à Ezeka. Il y a des choses partout. Mais tu crois que c'est ça? Et on te dit même qu'au niveau de positionnement, c'est facile de prendre les choses en pays Bassa pour amener directement, pour envoyer sur les blancs. C'est facile. De prendre notre positionnement, c'est facile. Si on prend les choses à Ezeka, on prend à Edea, on prend partout là chez nous là, c'est facile à transporter. Il y a d'autres endroits, c'est compliqué. Il doit faire des chemins de fer et tout. Donc, entre ce qui est facile et ce qui est difficile, vous voyez là où c'est facile, non? C'est facile. Et en plus de ça, on a des rivières qui peuvent produire les barrages en énergie. Des barrages qui vont donner l'énergie pour que le travail là continue facilement. Donc, Bobo, on est venu, je continue à dire, je peux me tromper. Je ne pense pas que c'est parce que le Bassa était trop fort. Je ne pense pas que parce que le Bassa était contestataire. Je ne pense pas que parce que le Bassa ont combattu les Allemands plus que tout le monde. Je ne pense pas que parce que le Bassa était les plus forts pour combattre les Français, que les Français ont mis tout cet ingénieur pour nous. Je ne peux pas, je ne pense pas. Je peux me tromper, mais je ne pense pas. Non, en fait, il faut voir que pour moi, hein, bon, ça c'est mon avis. Il faut voir que les motivations peuvent évoluer. Parce que aujourd'hui, la vision économique que tu peux avoir aujourd'hui, cette vision-là, les gens qui sont arrivés 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle, ils ne pouvaient pas avoir cette vision-là. Parce que non seulement ils n'avaient pas encore assez pénétré le Cameroun, c'est pas déjà au Cameroun qu'ils nous avaient rencontrés, c'était plus, on va dire, aux alentours de Douala et du Vouri. Et en plus, toutes les technologies, aujourd'hui, le capitalisme, toutes les ressources dont on parle là, c'est pas des ressources qui étaient déjà exploitées à l'époque. Le bois n'était pas aussi exploité à l'époque. L'aluminium, c'était pas exploité à l'époque. Donc, mais, vous savez, donc, on va dire, au départ, c'était des motivations, on va dire, de soumission et de colonisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le schéma qu'il y avait au départ, les mentalités coloniales et les mentalités Bassa n'ont pas donné. Mais ça n'empêche pas que, avec, on va dire, l'évolution, on va dire, coloniale et post-coloniale, que les raisons évoluent. Je veux dire quoi par là? On a eu à lire des documents ici où on montre que
l'intérêt des colons était de laisser des fausses indépendances qui permettaient, on va dire, une exploitation continue. Et dans l'exploitation continue, on voit en fait quels sont les modèles économiques qui permettent une exploitation continue et quels sont les modèles économiques qui permettent, on va dire, un développement endogène de la colonie. Et c'est pour ça que on est obligé de faire le parallèle entre l'évolution, parce que si tu vois bien l'évolution d'Ahidjo, il y a tout dans l'évolution d'Ahidjo. Ça veut dire une complaisance, une collaboration. Il a été formé d'abord par le colon. Il est arrivé, il a eu à faire ce qu'il a eu à faire en pays Bassa. On est vraiment dans la complaisance coloniale, la collaboration. Mais dès lors qu'il a voulu, en moins de 5 ans, 10 ans, imposer un modèle économique où on a vu que justement la zone de la Sanaga maritime est centrale, là on est passé d'un modèle idéologique à un modèle économique. On lui a dit non, tu ne peux pas faire ça. Parce que ce que tu fais là, ce n'est pas dans notre intérêt. Nous, notre intérêt, c'est de l'export à tout va, c'est de l'extraction et de l'export. Tu ne peux pas commencer, à développer le potentiel énergétique du Cameroun, parce que les barrages, on ne peut pas les faire n'importe où. Il faut une disposition particulière géographique pour faire les barrages. Sinon, il y a l'eau partout sur la terre, on aurait fait des barrages partout. Mais c'est comment dire, donc tout ce que tu dis, il n'y a rien à enlever. Tout ce que tu dis est vrai. Sauf que ça dépend à quel moment de l'histoire on parle. Parce que la motivation à partir justement de la fin du règne de Ahidjo est clairement économique. Où on a vu que ce qu'on est en train de faire là, dans la zone littorale, plus précisément dans la zone de la Sanaga maritime, c'est dangereux et ça ne peut pas prospérer. Ça ne peut absolument pas prospérer. Parce qu'il y a tout là. Il y a tout. C'est-à-dire, c'est la jonction de trop d'intérêts. On a parlé du bois, on a parlé d'un carrefour logistique parce qu'on est au milieu du Cameroun. Tu ne peux rien faire au Cameroun sans passer par la Sanaga maritime. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas faire le lien entre le nord, le sud, l'est et l'ouest sans passer par la Sanaga maritime. Tu ne peux pas faire la jonction avec les autres pays étrangers qui sont au sud, tout ce qui est Gabon, Guinée équatoriale, Congo. Tu ne peux pas sans passer par la Sanaga maritime. Donc en fait, je comprends ce que tu dis et ce n'est pas exclu. C'est juste que c'est la période. On peut être parti d'abord d'une différence idéologique, mais à partir d'un certain moment, c'était clairement économique. Parce que le modèle de développement qu'il voulait déjà initier dans la Sanaga maritime, c'était un modèle de développement qui ne pouvait pas prospérer. La preuve, c'est que derrière, on commence à te raconter que non, c'était des entreprises étrangères, etc. C'était pas bon. On était obligé de privatiser. Directement, dès qu'il est tombé, on a attaqué où? On a attaqué là-bas. Directement. Donc, ce que tu dis n'est pas faux. C'est juste la période, en fait. C'est un peu, tu vois que les pièces, nous courons les pièces de puzzle à longueur de journée. Moi, c'est ce que je fais sur mon panel. J'avance, quand je sors un truc dans le conteneur, je réfléchis. Après la lecture, je réfléchis, je dis non. Ça ne tourne pas rond quand même. Ça ne tourne pas rond. Man, je continue à dire ceci, je ne vais pas enlever. On va tout me dire. Mais je dis que tout ce qui s'est passé, tu sais que bon, comme tu disais que la période, le colon réfléchit au moins pour 100 ans. Quand il arrive quelque part, il fait quelque chose même pour 100 ans. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là. Ça doit... Donc, on appelle ça en français, si c'est facile ou c'est difficile, une ingénierie. Il met un truc que je suis sûr que ça va, on va arriver là, après on va arriver là. On va arriver là. Même, je me suis convaincu que même l'affaire de l'UPC, la guerre des nationalistes, je l'ai dit ici, c'était ciblé, tout ça était ciblé. C'était un film porno. C'était un film porno. Et le but, c'était de rechercher le pays Bassa. C'était le pays Bassa, là. C'était l'endroit, là.
L'endroit là, vous êtes venu rester là, pourquoi? Vous êtes venu rester à cet endroit, pourquoi? Et tu vas voir maintenant, tout ce que tu vois là, les machins que nous sommes tous des Camerounais, c'est pour mélanger, parce que si nous on reste là nous-mêmes, tu as entendu la conclusion du document. La conclusion du document dit qu'on doit tenir compte de nous. On doit tenir compte de nous. Dans tout ce qu'on fait là, on doit tenir compte de nous. On doit tenir compte de nous, on ne doit rien faire. Bon, regarde, par exemple, depuis 1897, le colon allemand a commencé à faire des choses dans les zones de Dizangué, et tout, de terre, comprenez là. Bon. Est-ce qu'ils ont tenu compte de nous? Bon, de ces années-là, jusqu'à nos jours, on ne tient pas toujours compte des populations autochtones qui sont là. Même quand ils sont partis, on ne les donne pas toujours. Même quand on privatise une société, ils ne sont pas toujours dedans. Mais tu penses que comme j'ai posé la question, j'ai fait exprès, j'ai fait la passe sur moi-même. Tu ne peux pas oser privatiser sur des cotons. Comme ça là, ils vont mettre le veto dedans. Voyez-moi, même quand on privatise, ils sont là, ils ont le regard. Ne serait-ce que même la CDC qui est dans le sud-ouest, il paraît qu'une fois, si je ne me trompe pas, ils ont eu les problèmes, les mêmes problèmes que la Luc avec consort. Ils ont les gens leur ont dit que, ok, nous sommes d'accord. Le président, mais portez vos choses, partez, laissez-nous taire là aussi. Donc tu vois qu'ils ont toujours le regard sur le truc. Même si ce n'est pas 100%, peut-être c'est leur baron aussi, mais chez nous, je ne suis pas sûr qu'on a droit à quelque chose. Et ça, je ne suis pas sûr non plus que ça a été fait au hasard. Tout ça, les boîtes, je dis que tout ça, ça s'emboîte. Quand j'avance, ça s'emboîte. Tous les machins que tu entendais, on va créer ça. Le combat nationaliste, ça s'est harcé là-bas. C'est quoi ça? Pourquoi c'est chez nous qu'ils sont venus harcer tout le combat? Pourquoi ils ne sont pas partis combattre à Douala? Pourquoi ils ne sont pas allés à Douala combattre là-bas? Pourquoi c'est dans la grande Sanaga Maritime, nous qui les Sanaga Maritime, et chez nous là-bas qui sont venus faire tout ça? Pourquoi ça tombe encore que c'est là-bas où il y a tout? Pourquoi ça tombe, il y a tout là-bas? Ce n'est pas anodin, moi je peux pas... Vous allez me dire que c'était pas la lutte des indépendances. Je suis sûr que c'était pour les indépendances seulement. C'était pas pour les indépendances. Non. Tout ça c'était un montage. Tout ça c'était un montage. Tout ça c'était un montage. Le but était économique. Moi je pense que peut-être c'est la folie. Mais je pense que tout ça c'est un montage. Parce que quand je dis, mais pourquoi Lamberton quitte en Indochine et tout, il vient, c'est un pays bazar que le type lui vient rester. Là-bas, Roland Pré, c'est là où c'est chez nous qui se fermait tout ce qui est mauvais, c'était chez nous qui faisait tout ça. Pourquoi c'est chez nous qu'on a mis les opaques? Pourquoi c'est chez nous qu'on a détruit tout l'écosystème? Pourquoi? Moi, je me pose des pourquoi là. Il faut que je vais trouver un truc quand même. On ne peut pas nous dire que c'est parce que le Mbok était puissant ou bien le Bassa avait tout ça. Moi, je pense que non, il y a un truc. Le truc, c'est économique. C'est ça. Oui, forcément, c'est économique, Maud. Donc, tout ce qui saccage au Cameroun, là, tout ce qui saccage là, le but, c'est ça. Forcément. Ouais, comment l'autre, il y a qui là, Noting, les sociaux a souffert, oui, nous sommes tout à fait d'accord. Bon, tiens compte d'une chose. La position stratégique de l'Ouest, de l'Est, comme tu parles, et la position stratégique du pays Bassa, c'est deux positions diamétralement opposées. Je dis diamétralement opposées.